La Kia EV6 est un concurrent important dans le segment des véhicules électriques et elle reçoit un restylage. Nous allons découvrir les nouveautés et évaluer leur qualité, le conduire sur l'autobahn allemande et le comparer au récent Kia EV3, le petit frère. Tout cela ici avec Thomas Nautico Fuel en 4K, plein écran, pleine longueur. Allons-y avec la Kia EV6. Ceci est la version GT et elle a un nouveau devant restylé avec ce lifting. Je trouve ça assez cool ici aussi dans cette couleur grise qui semble mate mais ne l'est pas. Et vous pouvez voir ici que la signature lumineuse est vraiment intéressante, super unique et est également connectée ici au milieu, etc. Si vous activez les clignotants, vous avez aussi cet effet de clignotant en cascade. Je pense que visuellement, ça fonctionne très bien. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez ça et ouais, que pensez-vous de celui-là? Je pense qu'ils ont vraiment trouvé une approche unique pour le style. Sa longueur est de 4,70 m ou 185 pouces. Roue de 19 ou 20 pouces. Comme je l'ai mentionné auparavant, la ligne GT a également des contrastes noirs, y compris les coques de rétroviseur noirs. Ils ont maintenant une suspension à amortisseur adaptatif à sélection de fréquences mise à jour. Cela sera donc quelque peu adaptatif, mais de manière passive, ne changera pas avec les modes de conduite, mais s'adaptera à la surface de la route, ce qui est très intéressant. Ils ont également augmenté un peu la capacité de la batterie, le chiffre utilisable comme de 8,5%. Ils essaient donc vraiment de tirer plus de ce véhicule ici. De plus, le moteur arrière est plus amorti vers l'intérieur, ce qui est censé vous apporter des avantages en matière d'insonorisation. Vous avez un modèle à propulsion arrière ou un modèle à transmission intégrale. Celui-ci est le modèle à transmission intégrale. L'accélération est de 5,3 secondes. La version GT serait de 3,5 secondes. Arrière restylé ici et très cool avec la bande lumineuse traversante. J'adore vraiment ça. Et quand vous activez les clignotants ici, comme cette zone, vraiment subtil d'une certaine manière, mais c'est une structure sympa. Celui-ci devient donc l'indicateur de virage. Ça a vraiment un look sympa pour les batteries. Maintenant, on a une batterie de 63 kWh et une autre de 84 kWh. Ensuite, nous ferons un essai de conduite pour déterminer l'efficacité et l'autonomie réelle que nous pouvons observer aujourd'hui. Et pour la recharge, c'est spécial sur le V6. Et si vous comparez à l'EV3, celui-ci a une architecture de 8 volts, 11 kW AC et ici, 195 kW DC en pointe pour la petite batterie et 258 pour la grande. Les pics sont également plus élevés maintenant pour les deux batteries. Et 18 minutes de 10% à 80% d'état de charge est le meilleur temps de charge. Et c'est bien sûr vraiment impressionnant. Et assez rare dans ce segment et mieux que la plupart des concurrents. Ce qui est cool à propos de ce volet de charge, c'est que je peux le fermer ici. C'est comme une option et cela donne l'impression d'une très bonne qualité, mais il se ferme aussi automatiquement quand il est ouvert et que je démarre le véhicule et passe la vitesse. Il se ferme aussi automatiquement, donc vous ne pouvez pas oublier de le fermer, c'est quelque chose auquel ils ont vraiment pensé. Juste pour vous donner une preuve visuelle, donc ici maintenant je vais tourner ça. Sélecteur de vitesse sur D, juste à droite, et ensuite vous pouvez voir, là nous y allons, et il se ferme assez bien. Vraiment intéressant d'ailleurs avec les clignotants ou feux de détresse. Regardez ça quand j'active les feux de détresse. Ça a l'air cool à l'avant, oui, mais ce n'est pas en cascade. Donc quand vous avez les deux côtés, mais quand je n'utilise pas les feux de détresse, alors vous avez l'effet en cascade. Ici, c'est vraiment intéressant, n'est-ce pas? Et en fait, c'est la même chose pour l'arrière. Donc maintenant, quand j'allume les feux de détresse, voilà, ça a l'air spectaculaire déjà comme ça, mais pas en cascade. Mais quand j'utilise un seul clignotant, alors, encore une fois, cela cascade également à l'arrière. La vitesse maximale, par contre, pour cette version est d'environ 190 km à l'heure ou environ 120 miles à l'heure. Oui, suffisant pour l'autoroute allemande, certains le préfèrent plus rapide. Dans la plupart des situations, ce sera suffisant, a-t-il un coffre avant. Oh, c'est comme une jolie couverture ici, nous pouvons ouvrir celle-ci. Et oui, c'est petit, mais il y en a un en fait pour un câble de chargement, je veux dire pour un petit câble de chargement. Je ne sais pas si quelqu'un parmi vous sait ça, peut-être. Ouais, donc là tu peux voir. L'équipement électrique, comme toujours d'ailleurs, quand tu vois les câbles orange,
Si tu ne sais pas encore, les câbles orange signifient toujours haute tension. On voit ça aussi dans les hybrides rechargeables et ainsi de suite. Voici la clé de la voiture pour fermer et ouvrir. C'est juste là, puis les poignées de porte viennent vers toi. Il y a aussi maintenant une nouvelle clé numérique disponible et tu peux aussi éloigner la voiture à distance d'un emplacement de parking. C'est possible, puis le son de la fermeture des portes est vraiment solide. Comme ça, waouh, c'est parfait. Donc super son de fermeture des portes en effet. Ensuite, intérieur, comme je l'ai dit, la ligne GT, donc la voilà, un peu doux entre dur et mou, je dirais, mais tout est bien recouvert, seul du plastique dur est en bas, mais c'est bien. Puis ici, du tissu à l'intérieur aussi, et de jolis contrôles classiques ici aussi pour les rétroviseurs et ainsi de suite. Et ici, vous avez des sièges à mémoire. Nouveau volant avec ce lifting aussi avec reconnaissance capacitive, intérieur complètement sans produits animaux, ici schéma bicolore et vrai bouton aussi. Faites défiler jusqu'à la commande du régulateur de vitesse et si vous maintenez le bouton de volume bien appuyé, vous pourrez désactiver cette alarme de limite de vitesse souvent gênante. Les sièges ici sont disponibles en tissu, simili-cuir ou encore microfibre dans la version GT, avec ce design contrastant qui demeure très élégant et raffiné. Un confort vraiment remarquable. Il reste une bonne marge pour la tête, ce qui est parfait. Le siège est également adapté aux adultes de grande taille. Le cockpit a cet aspect futuriste que j'apprécie et j'aime vraiment les matériaux de qualité supérieure employés ici. La surface est agréable au toucher dans la version GT, offrant une impression stylée et moderne. Aussi, voyez où il joue un peu avec cette bande lumineuse, ce qui est plutôt cool, et aussi une interface utilisateur classique où je tourne à gauche et à droite pour changer la température. Et oui, il faut le souligner de nos jours que quelque chose comme ça existe. Vous pouvez aussi le changer ici pour d'autres raccourcis au milieu, c'est également possible. À part cela, vous avez un contrôle réel et direct. C'est capacitif, oui, mais c'est toujours bien d'avoir un contrôle séparé ici pour le refroidissement, le chauffage des sièges, le réchauffement du volant. Donc je peux le régler individuellement ici pour le passager de droite et de gauche. Donc oui, je veux dire. De vrais boutons sont peut-être mieux pour contrôler, mais c'est une belle intégration et au moins vous avez cet accès direct pour commencer et arrêter ici, et puis ici non, droite pour la marche avant, gauche pour la marche arrière, c'est aussi simple à faire, un pad de chargement à induction, non ventilé cependant, porte-gobelet adaptatif et beaucoup d'espace ici en dessous, par exemple pour ranger quelques affaires, et une très bonne qualité de fabrication, vous savez, comme quand vous voyez les sièges, ils sont profonds et quand vous secouez quelque chose de gauche à droite, tout semble vraiment solide. À l'avant, nous avons des chargeurs USB-C et beaucoup d'espace dans cette console centrale et aussi l'intégration des écrans. Ici, ces deux écrans de 12,3 pouces est vraiment bien faite. Point de vue conducteur ici assez cool, ces boutons pour le volume, etc. Bon contrôle. Puis vous avez les instruments numériques aussi, choisir les modes de conduite ici avec ce bouton sur le volant en dessous. Facile à lire, tout vous avez aussi un affichage tête haute, et bien l'unité de climat c'est intéressant, encore juste envie de le montrer pour chaud et froid, etc. Et là, vous pouvez à nouveau passer entre ces boutons, les trucs clés ou le climat, ouais, tu peux aussi Waouh! descendre avec les aérations. L'unité principale d'infodivertissement pourrait être plus rapide honnêtement, ce qui est vraiment important. Donc lorsque vous allez dans les paramètres, puis dans EV, vous pouvez activer le conditionnement de la batterie. Donc c'est vraiment essentiel. En plus, cela s'active pour choisir une station de charge. Et bien sûr, important, car la plupart du temps, vous utilisez Apple CarPlay, Android Auto, filaire ou non. Sièges arrière. La partie supérieure est dure, mais ici, il y a un revêtement en simili-cuir. C'est bien. Belle intégration de la poignée de porte. Et même ici, un tissu à l'intérieur de la porte arrière. Donc, nous voyons cela dans ce véhicule, mais nous ne le voyons pas dans d'autres voitures premium allemandes. Ici, les sièges, tu peux voir que je peux les ajuster juste ici, au niveau de l'angle, plus raide ou un peu plus incliné. Isofix, à l'extérieur de chaque côté des sièges, il n'y a pas d'isofix à l'avant, seulement ici sur les sièges arrière extérieurs. En repliant ceci, si la bouteille était plus petite, je pourrais faire comme ça, vous voyez? Donc, oui, pas ajustable comme une lèvre caoutchouc, mais intéressant. Trappe à ski. Le confort des sièges est vraiment excellent à l'arrière, le seul souci ici est cet angle. La banquette est plutôt basse en comparaison avec le plancher qui, lui, est haut.
C'est souvent un problème rencontré avec les véhicules électriques car la batterie est située en dessous. Oui, c'est toujours confortable parce que la surface d'assise est bonne. Un peu plus de place vers l'arrière. L'espace pour la tête est également là, aucun problème. Et l'espace pour les jambes est absolument convenable. Contrairement à l'EV3, bien plus petit, vous avez ici de l'espace pour les jambes, idéal pour les passagers arrière. Oui, mais ce plancher surélevé dans les véhicules électriques est un problème. Il y a également le chauffage pour les sièges arrière, donc c'est vraiment une finition haut de gamme. Donc sur 2 niveaux, c'est bien. Et dans la partie centrale, oui, parce que vous avez le sol plat, vous pouvez même vous asseoir au milieu. Donc ce véhicule est conçu pour accueillir 5 adultes. Le coffre fait 490 litres avec l'option de s'ouvrir automatiquement quand on se tient prêt ou en appuyant sur un bouton. Ici, sous le couvre-bagages, un trolley cabine peut être placé verticalement sans problème. La largeur entre les passages de roues est également d'1,40 m et la longueur est aussi d'environ 1,40 m. La hauteur totale ici est d'un peu moins de 70 cm ou 27 pouces. Le câble de recharge peut être placé dans cette boîte. Ici en dessous, c'est un peu moins profond. Oui, ou vous pouvez aussi enlever complètement cette chose pour avoir encore plus de hauteur de coffre. Ce serait également possible. Pour rabattre les sièges, eh bien, il suffit de déverrouiller ici. Et aussi le côté gauche. Voilà, c'est bien sûr vraiment bien. Et la longueur totale jusqu'au siège avant ici est d'environ 1,85 m ou 73 pouces. Bien utilisable. La seule chose, c'est que quand la couverture est là, ce n'est pas trop haut, mais comme je l'ai dit, vous pouvez toujours tout retirer, et puis vous avez aussi plus de hauteur à la demande. Ouh, presque à fond. On a fait de 50 à 180 km à l'heure, très vite. My ears are closed. J'ai fait. Oui, Elia a eu une pression sur les oreilles. C'est drôle. 5,3 secondes est le chiffre officiel d'accélération de 0 à 100 km à l'heure pour la version Overdrive. Seule la vraie GT serait plus rapide, mais elle a toujours une excellente accélération. Et à côté de la vitesse maximale et des performances, tu as aussi tous les systèmes d'assistance modernes, par exemple ici, pour régler le régulateur de vitesse à gauche du volant, pouce gauche, et aussi le volant avec détection des mains. Donc voyons simplement si cela fonctionne comme prévu, je veux dire, vous êtes censé garder les mains sur le volant ici avec ces systèmes de niveau 2, mais vous voyez, je le fais juste pour montrer comment la voiture reste dans la voie, même si la route tourne légèrement à droite, ce qui donne une impression sophistiquée, que ça reconnaît vraiment juste par le toucher capacitif. Et c'est vraiment une chose assez cool définitivement. Le bruit du vent se fait légèrement entendre à environ 145 km à l'heure, mais en dessous, c'est tout à fait supportable. Dans la plupart des pays, la vitesse sur autoroute se situe entre 100 à 130 km à l'heure, ce qui est très raisonnable. C'est donc vraiment silencieux, sauf au-delà de ces vitesses, peut-être un scénario typiquement allemand. À mon avis, c'est encore plus silencieux que les V3, Yes, non? yes, Donc yeah. ça, c'est aussi quelque chose où tu payes plus et puis ça fait une différence. Donc c'est en fait une bonne chose. La suspension est bien meilleure, oui. Et elle est également meilleure que sur la Kia EV3. Donc ici, ces amortisseurs adaptatifs à la fréquence, ils existaient déjà avant. Cependant, ils ont été mis à jour. Des réglages tellement différents, etc. Et on le ressent, surtout dans les vagues, là-bas, ils font un excellent travail. Si vous avez de petits nids de poules sur la route, c'est alors plus une affaire de roues de 19 ou 20 pouces, donc ici nous avons les roues de 20 pouces, et quand la chaussée devient vraiment rugueuse, vous le sentez, et oui, ce n'est pas vraiment cool honnêtement. Donc je conseillerais de s'en tenir aux roues de 19 pouces. Oui, les roues plus grandes sont toujours plus belles, mais pour des raisons d'efficacité et de confort de conduite, les roues plus petites sont meilleures. Voilà, c'est mon évaluation pour aujourd'hui. Mais c'est toujours, vous savez, un bon confort puisque les sièges sont également agréables et ainsi de suite. Vous pouvez aussi prendre celle-ci pour des longs trajets sur autoroute et si vous réglez le régulateur de vitesse à 120, 110, 130 km à l'heure, cela ira toujours aussi quant à l'efficacité et l'autonomie. Ouais, le truc c'est que quand tu le pousses vraiment à fond, enfonce la pédale, c'est ça avec tous les véhicules électriques,
Bien sûr, la consommation augmente exponentiellement. Aussi juste une question de résistance au vent, aussi sympa ici, de faire quelques changements de voie, voire aussi avec le réglage de la direction ici, en mode sport, par rapport au mode normal, je peux appuyer ici sur le volant. Oh oui, oui, c'est intéressant. Donc je dirais que la sensation de direction pourrait être meilleure, car elle semble un peu artificielle. Comme ici, vous pouvez la bouger, et puis vous avez une sorte de résistance ici. Et puis soudainement, ça devient lâche et ouh, que suis-je en train de faire? Vous voyez, donc ça vous incite à ne pas conduire si doucement. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc ça pourrait être mieux réglé à mon avis, mais en mode sport, la résistance arrive plus tôt. Maintenant, entrons dans cette combinaison en S. C'est toujours très amusant ici dans les virages. Maintenant, bien sûr, on sent aussi le poids du véhicule électrique. C'est toujours pareil, récemment avec toutes les critiques de voitures électriques. Comment ça file juste en appuyant un peu sur l'accélérateur? Je veux dire, nous pourrions facilement rattraper ce Porsche Macan S qui se trouve là, juste devant nous. Oh, Oh, wow. maintenant, le Macan S. Mais oui, celui-ci est un véhicule vraiment rapide, tu sais, et ensuite, nous pouvons facilement surclasser ce Macan S. Oui, et nous y voilà à 160, 170. Oui, tu es si rapide avec celui-ci, si extrêmement rapide. Les sensations de freinage sont vraiment agréables aussi. Alors, pédale gauche, je peux opter pour le niveau 2, le niveau 3, ou ensuite max, plus e-pédale. Et c'est là la différence avec l'e-pédale. Il s'arrête vraiment complètement pour une vraie sensation de conduite à une seule pédale. Et ensuite, il faut réappuyer sur la pédale d'accélérateur pour avancer. Et oui, c'est vraiment bien d'avoir la possibilité de choisir entre ces options. Personnellement, je préfère une récupération légère. J'ai toujours conduit les voitures en freinant de cette manière-là, et on récupère aussi de l'énergie avec la pédale de frein avant que les vrais freins ne soient sollicités. Pour ce véhicule spécifique, en termes d'efficience énergétique, cela ne change rien du tout. Pour les Tesla, par contre, c'est différent puisqu'elles freinent d'abord les roues arrière, mais ici avec tous les autres véhicules électriques. C'est toujours la récupération d'énergie qui est priorisée avant l'utilisation réelle des freins traditionnels. Donc il le fait très bien ici sur l'autoroute. Puis nous allons bientôt prendre un autre virage plus agile ici. Le changement de voie est à nouveau amusant. Globalement, le plaisir est toujours là, se sent bien et agile. Et étant donné qu'il est équipé d'une grosse batterie et qu'il a un poids conséquent, je trouve que malgré tout, il conserve une certaine agilité. Donc maintenant, nous entrons dans cette combinaison S. Nous avons route sèche, bonne adhérence, et voyons cela. Oui, le ressenti de la direction, encore une fois pas mon préféré, mais ici, dans le virage, en poussant. C'est vraiment agréable, une sensation très équilibrée du véhicule maintenant, et quand vous accélérez, c'est vraiment agréable, tellement amusant. Vraiment, vraiment génial. J'adore ça, une sensation de conduite tellement agréable. Ouais, c'est plutôt cool. La capacité de remorquage est améliorée à 1,8 tonnes, ce qui offre un peu plus pour la version 4x4. Ensuite, l'efficacité et l'autonomie réelle sont à considérer. Sur autoroute, entre 100 et 120 km à l'heure, même par température très basse, on peut raisonnablement atteindre environ 21 kWh pour 100 km, donc environ 3 miles par kWh. Ce n'est pas mauvais. Des concurrents comme la Tesla Model Y sont plus efficaces. Ce modèle était plus efficace que la Kia EV3, qui consommait environ 23 kWh. Là encore, il faisait probablement environ 1 ou 2 degrés de moins, par conséquent, ils sont à peu près comparables. Celui-ci, selon mes tests, s'avère être légèrement plus efficace. En hiver, l'autonomie est d'environ 400 km ou 250 miles avec cette grande batterie ici. En été, bien sûr, vous pouvez obtenir de meilleures valeurs. Et également, lorsque nous n'avons que du trafic urbain, ce sera quelques kilowattheures par 100 km, encore moins que si nous allons principalement sur l'autoroute, etc. Le prix commence à 45 000 € en prenant les prix de référence allemands. Et si vous optez pour la transmission intégrale et que vous préférez une finition supérieure, vous atteignez aussi environ 56 000 €. Et avec une ligne GT, alors plus de 61 000 €, déjà assez cher, et plus quelques extras comme les systèmes d'assistance, la technologie sonore, le pack technologique, la pompe à chaleur en option, et cette peinture métallisée. C'est une peinture gris-loup métallisée. Le prix du véhicule d'essai est de 67 000 €.
Mais par exemple, en Allemagne, ils avaient récemment aussi de bonnes offres de leasing, au moins pour les versions milieu de gamme et ainsi de suite. Donc cela dépend toujours aussi des taux de leasing si vous achetez neuf, bien sûr. Et si vous voulez comparer le EV3, d'ailleurs celui-là dans une finition comparable, mais pas la plus haute, parce qu'il n'a pas tout l'équipement, est au moins 10, parfois 15 000 euros moins cher. Vous pouvez maintenant aussi vérifier le EV3.